Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans cette émission qui nous rapproche des concepts en nous facilitant la maîtrise de la réalité. Comme vous le savez, cette émission Interrogeons-nous nous permet de nous interroger sur des concepts que nous utilisons chaque fois, tous les jours, sans parfois en maîtriser les contenus. Et encore ce matin, nous avons invité le professeur Mouchili pour nous parler du cerveau et les fonctions cognitives. Comme vous le savez, très chers téléspectateurs, pendant longtemps, l'homme a voulu comprendre le monde en cherchant la vérité en dehors de lui. On a pensé au départ que la vérité venait de Dieu, d'une réflexion métaphysique et de plein d'autres sphères de connaissances qui étaient en dehors de l'homme. Et la découverte du cerveau, l'étude du cerveau, les neurosciences apparaissent aujourd'hui comme une réelle découverte qui permettent de comprendre qu'on s'était trompé sur beaucoup de choses. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci une fois de plus pour cette invitation. Merci de répondre à l'invitation de Wafrica TV et merci de nous entretenir ce matin sur le cerveau. Et j'ai envie de commencer comme nous le faisons habituellement en vous demandant tout simplement de savoir ce que c'est que le cerveau. Qu'est-ce que le cerveau, professeur Mouchili? Disons que parmi les organes de notre corps en tant qu'humain, il y a notre système nerveux dont la partie centrale est le cerveau. Central pourquoi? Parce que c'est le moteur de tout ce dont l'homme est capable. Et entre autres fonctionnalités de cette instance, il faut, puisque je suis philosophe, je n'entre pas dans des questions techniques de la neurobiologie, il faut envisager la pensée. Et montrer que parmi les manifestations fonctionnelles du cerveau, il y a la production de la pensée. Et cela est d'autant plus important que aujourd'hui, nous devons amener l'apprenant à comprendre quelles sont les composantes d'un individu qui veut se penser comme sujet connaissant. Et si on ne connaît pas ce qu'est la nature humaine, on pourrait ne pas savoir comment fonctionne la pensée. On ne pourra jamais savoir que la pensée est une des manifestations d'une activité, d'une instance organique par excellence. Et l'étude du cerveau devient sérieuse. Cette étude devient sérieuse à partir du XVIIIe siècle avec Julien Offroy-de-la-Métrie, ce philosophe maudit par l'Église pour avoir cherché à comprendre autrement l'homme que dans ce que propose l'Église. L'Église, avec l'adoption de la pensée platonicienne, a voulu faire de l'homme une entité dualiste en posant l'instance immatérielle comme instance productrice de la pensée et aussi comme instance divine en l'homme. Mais seulement, il faut dire qu'à cette époque, la neurobiologie n'est pas comprise comme aujourd'hui. Et même les fonctions qu'on accorde au cerveau ne sont pas exactement celles que nous lui connaissons aujourd'hui. Il faut voir par exemple avec Aristote, qui pense que le cerveau n'est qu'un régulateur thermique en l'homme. Et que selon lui, s'il faut parler même d'un organe qui serait capable de penser, il faudrait situer cela dans le cerveau. Ce qui entre un peu en contradiction avec Platon, qui, selon lui, les os de notre crâne ont été pensés par les dieux comme des os qui devaient être les plus solides, afin qu'aucun accident ne détruise l'endroit où se loge l'âme. Voyez-vous? Dans cette activité dualiste récupérée par l'Église au Moyen-Âge, on a tous pensé que la pensée devrait s'originer dans une instance qui ne serait pas aussi corporelle que les autres aspects
de l'organisme humain. Mais jusqu'à Descartes, c'est la même pensée. Seulement Descartes va se raviser dans une des lettres qu'il écrit au père Mersenne. Il dit, après profonde recherche, il se trouve qu'il n'existe aucun principe ontologique permettant de connecter le corps humain à une instance immatérielle qui lui commanderait des mouvements. Et qu'il pense que le corps pourrait s'auto-mouvoir à partir d'un ensemble de potentialités que nous n'avons pas encore suffisamment étudiées. Mais il ne continue plus à croire que l'homme est capable de mouvements, de pensées ou de réflexions parce qu'il y aurait une instance immatérielle en lui qui serait effectivement, qui aurait la fonction motrice, c'est-à-dire la capacité de mettre en mouvement l'ensemble des organes. Mais avec les travaux de Julien Offroy de la Métrie, qui dit qu'en regardant à travers un scalpel, il n'a jamais rien vu dans le crâne humain qui ressemblerait à une âme immatérielle. Il n'y voit que du cerveau. Et là, il va confirmer la position mécaniste, matérialiste, qui va émerger pendant le 19e siècle, où on commence à comprendre que pour comprendre la vie, il faut étudier précisément 3 disciplines: la physique, la biologie et la chimie. Donc, à partir de quel moment on comprend que ce n'est plus en dehors de l'être humain qu'il faut chercher l'explication des choses, mais en lui? Disons qu'à partir de la Renaissance italienne déjà, parce que la Renaissance italienne est cette rupture avec les considérations de l'Église qui voulait imposer à la science ce qu'il faut chercher et ce qu'il faut comprendre en science. Vous voyez, pendant le Moyen-Âge, l'Europe a été victime de la peste noire. Et l'Église a considéré qu'il s'agissait d'une punition de Dieu contre les pécheurs. Et ces pécheurs ne pouvaient être que victimes de la peste. Mais en Italie, des médecins de l'époque ont essayé de soigner les pestiférés qui ont trouvé la guérison. Ça a entraîné ce qu'on appelait le mouvement de la Renaissance. C'est-à-dire cette rupture. C'est vrai que on peut aussi justifier la Renaissance à partir du schisme que crée Martin Luther à l'intérieur de l'Église. C'est vrai. Mais il y a que le mouvement révolutionnaire, ça se passe en Italie, où on se dit, on n'est plus obligé d'écouter nécessairement ce que l'Église dit pour avoir une compréhension de la nature humaine. Donc, à ce niveau, il y a déjà ce mouvement de rupture qui crée en philosophie ce qu'on appelle l'humanisme. Et cet humanisme qui signifie que l'homme est acteur, auteur de son histoire, concepteur du sens du monde et même seigneur de la création. Notre thématique, c'est le cerveau et les fonctions cognitives. De quoi est constitué le cerveau pour lui donner une telle appréhension presque certaine de la réalité? Donc l'essentiel de ce qui fait, de ce qui rend le cerveau capable de produire la pensée, ce sont ces cellules nerveuses qu'on appelle encore neurones, qui à partir d'interactions directes et indirectes qui existent entre eux, réussissent à produire un mécanisme biochimico-électrique qui conduit à la formulation expressive ou écrite de la pensée. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a que l'homme, en tant qu'être environnemental, mène une existence qui est ponctuée par une sorte de pression existentielle. Et cette pression amène l'homme à ne pas vivre tout simplement comme un animal qui s'adapte à la nature à partir de son instinct de survie. C'est-à-dire, les cellules neuronales, leur plasticité, leur interaction directe et indirecte, la production d'une transmission d'informations à partir de l'activité électrique entre ces différentes cellules crée la possibilité de penser. Voyez-vous, il y a cette possibilité naturelle de penser. Mais il faut activer le cerveau à partir de l'éducation, de la formation. De la pression existentielle. Oui, parce que c'est l'éducation et la formation qui créent en nous la nécessité de vivre une sorte de pression. Parce que la pression, c'est quoi? C'est dans la projection de soi, dans l'histoire, comme un être qui se réalise continuellement. Et la réalisation consiste en
la faisabilité des différents projets qui vont constituer notre caractéristique existentielle. Voyez-vous, à partir de là, nous voyons le cerveau s'activer, surtout à partir du moment où elle a fini dans la phase de la maturité, de la maturation biologique. Parce que l'homme n'arrive pas au monde avec un cerveau déjà complet, ou alors au niveau matériel. C'est pour ça qu'on voit les frontanelles des enfants généralement ouverts. C'est pour que le cerveau ait le temps de connaître son expansion matérielle jusqu'à l'âge de 16 ou à 20 ans. On voit un cerveau qui se construit encore, du moins matériellement. Mais quand le cerveau s'achève dans la construction matérielle, elle est suffisamment déjà prête à être orientée dans l'activité cognitive. Donc, il y a une activité computationnelle qui a lieu à l'intérieur du cerveau qui donne lieu à la production de la pensée. Et pourquoi ces activités qui sont plutôt naturelles vont créer l'artificiel? Parce que le langage n'est pas naturel. La langue ne sert pas en premier lieu à l'articulation du langage. Mais si vous n'avez pas de langue, vous n'allez pas articuler le langage. Ça veut dire que le cerveau est capable d'artifice. Le cerveau nous détermine à être intelligents. Nous avons un quotient intellectuel qui n'est pas encore l'intelligence en acte, mais il faut bousculer les limites de la nature pour créer des artifices qui font de nous des êtres intelligents, et ce qui se manifeste dans la nature et qui se manifeste comme des êtres qui créent l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité pour l'homme d'être un être historique s'il ne s'envisage pas comme celui-là qui devrait se dévoiler continuellement. Parce qu'on ne voit jamais en l'être humain un être fini. On voit un être inachevé, un être qui se conçoit comme inconnu et qui veut se connaître et connaître l'autre. Donc, c'est une poursuite existentielle qui ne s'achève nécessairement qu'avec la mort. Il n'y a pas l'homme fini totalement. Quand même on aurait dans un système éducatif pensé un modèle d'homme qu'on devrait refléter, il faudrait savoir que même quand on aura fini par refléter cet homme modèle, il y aura encore ce caractère téléologique qui caractérise, bon, excusez la répétition, l'homme par essence, et qui voudrait que le déjà là ne soit jamais une finalité, mais toujours un point de départ pour une autre façon d'être. Et à ce niveau, il faut avoir un cerveau alerte, un cerveau constamment jeune et un cerveau qui est suffisamment ancré dans le système environnemental, dans le système social, qui le détermine, mais ne lui impose pas la façon dont il doit penser la nature de l'être. Le cerveau, c'est comme on pourrait dire avec Kant, les schèmes de l'entendement qui donnent forme et sens aux objets extérieurs, parce que l'extérieur ne commande pas la subjectivité humaine. C'est plutôt le sujet humain qui définit et donne sens à au monde extérieur. Oui, oui. On peut considérer que si l'être humain c'est une machine, le cerveau est l'unité centrale de la machine. Oui, oui, l'unité centrale et surtout l'unité motrice, c'est-à-dire c'est comme dans un système d'engrenage où plusieurs poulies sont en action. La poulie motrice ici, c'est le cerveau. Sauf que le cerveau en tant qu'organe défie la nature. Défier la nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se contente pas de s'adapter à l'environnement, un peu comme les autres animaux qui ont un cerveau, mais qui s'adaptent simplement. Ils peuvent être dressés, mais ne seront jamais éduqués. Or, le cerveau humain va au-delà du dressage, conçoit l'éducation, pense la vie autrement, modifie l'environnement, crée des artifices qui aujourd'hui qui nous environnent plus que toute autre chose que la nature à l'origine. Oui, oui. On aura certainement un biologiste qui interviendra sur la question de ces jours, mais disons à nos téléspectateurs que le cerveau dans sa structure, c'est deux hémisphères, de la substance grise, de la substance blanche. Le cerveau est constitué de, comme je disais tout à l'heure, substance grise, substance blanche, du thalamus et du noyau gris centraux.
Voilà. On parle souvent de deux hémisphères et apparemment, chez l'homme comme chez la femme, le cerveau n'a pas la même taille. Il y a un hémisphère gauche, apparemment chez la femme, qui serait plus gros et qui lui permettrait d'être multitâche. Donc, est-ce qu'on peut penser que dans la constitution du cerveau, il y a une différence biologique chez les êtres humains? Même si on ne prenait pas l'homme d'un côté, la femme de l'autre côté, est-ce que le cerveau peut être différent d'un individu à un autre? Peut-être dans sa masse. Parce que quand on dit de 1300 à 1500 grammes, ça veut dire que tous les humains n'ont pas exactement le 1300 ou 1500. Oui. Et peut-être aussi dans la différence du quotient intellectuel entre un individu et l'autre. Ce qui fait que tous les cerveaux ne peuvent pas avoir le même niveau de proactivité. Oui. Et il faut voir, il y a aussi des êtres humains qui ont des cerveaux déficients. Un trisomique, par exemple, n'aura pas le même cerveau qu'un homme qui n'est pas victime de trisomie. Et il y a aussi des maladies du cerveau, les différentes formes de schizophrénie qui pourraient retarder la fonctionnalité du cerveau. Disons que dans l'ensemble, il y a des éléments qui, en le cerveau, permettent la production de l'activité cognitive. Seulement, vous n'allez pas entrer dans un cerveau et trouver un neurone pour dire et l'identifier en tant que maître du savoir mathématique. Oui. Non. Mais là, ça se comprend à partir du terme de la plasticité, de plasticité. C'est-à-dire la faculté pour le cerveau à aller au-delà de ce qu'on pensait de lui. Comment on l'appelle encore? Celui-là qui a écrit L'homme neuronal. Jean-Pierre Changeux. Oui. Il appelle ça la métacérébralité. Oui. La capacité d'aller au-delà de ce qu'on peut produire naturellement en tant que simple cerveau, au point de créer une sorte d'intersubjectivité entre les individus. Là c'est des activités métacérébrales. Parce que le cerveau ne se contente pas de constituer un individu dans son individualité. Mais ce même cerveau est capable de créer des relations inter-individuelles ou des sociétés. Voyez-vous? Et quand on est déjà au-delà de son seul cerveau, pour appréhender le monde comme les autres peuvent l'appréhender, parce que cette compréhension se développe à partir de l'apprentissage des techniques scientifiques qui vous enseignent des méthodes qui vont vous amener à comprendre tous la même chose sur le même point, pourvu que la méthode de démonstration soit fondée en objectivité. Là, on est dans des activités métacérébrales. Prof, est-ce que la plasticité du cerveau signifierait aussi que le cerveau s'adapte? Ça signifie que le cerveau va au-delà de l'adaptation. C'est-à-dire, nous sommes capables, vous voyez, un enfant qui naît commence par s'adapter. Mais à un certain âge, l'enfant s'adapte en se différenciant. Tout à fait, oui. Et cette différenciation est souvent lue dans les premiers mensonges que peut produire un enfant. C'est-à-dire, le fait qu'il s'oppose à toi en niant ce que tu dis permet de comprendre, de vérifier la manifestation des premières marques d'intelligence en un enfant. Parce que si l'enfant ne fait qu'imiter, ça veut dire qu'il s'adapte tout simplement. Mais si l'enfant peut imiter et concevoir autrement le réel, même si c'est à travers la malice ou le mensonge, c'est la marque d'intelligence. Parce que l'intelligence peut s'exploiter dans de différentes manières. C'est-à-dire, vous êtes suffisamment intelligent que vous pouvez tourner les gens en dérision, que votre démagogie peut être acceptée. Voyez, donc il y a ça. Dans le caractère sibyllin de l'individu, il faut aussi lire l'intelligence. C'est ça que je voudrais dire. Mais c'est pour dire que au niveau même de la différenciation, c'est surtout parce que ce qui fait le cerveau, c'est plus ce qu'il peut produire que ce qu'il est en tant qu'organe. Voyez-vous? Bon, maintenant, ce qu'il peut produire va vous permettre de savoir si on a été éduqués de façon à développer les mêmes prédispositions à être actif ou actif
dans l'activité de connaître. Voyez-vous? Bon, maintenant, est-ce que on a suffisamment éduqué celui qui doit faire usage de son cerveau à comprendre que, étant donné que ce qu'il vit déjà ne peut pas être un point d'arrivée, mais toujours un stimulus pour un autre départ, pour un autre bond vers l'avant. Si l'éducation n'arrive pas à ce niveau, on ne comprendra pas ce qu'on entend par pression existentielle. C'est-à-dire, la pression vous amène à vous nier tel que vous êtes pour vous penser autrement. Oui. Oui. Parce que si vous n'êtes pas capable de remettre en question ce que vous êtes déjà, et que vous croyez que ce que vous êtes déjà est le plafond, alors le cerveau cesse de fonctionner et vous pourrez tomber très rapidement dans la démence ou dans toute autre forme de maladie cérébrale. Et ça me permet, prof, de vous relancer sur la question de la volonté par rapport au cerveau. Est-ce que la volonté, c'est le concept qui désigne la pression existentielle? Oui, la volonté est le moteur que vous devez utiliser pour défier cette pression et vous poser autrement. Parce que la pression existentielle ne doit pas vous faire baisser les bras. Il faut être capable de transformer les obstacles existentiels en opportunités existentielles. Et pour cela, ces obstacles qui créent en vous la pression. La pression, pourquoi? Parce que vous avez l'impression que votre liberté n'est pas suffisamment vécue parce qu'il y a des obstacles qui jonchent sur le parcours existentiel et ne vous permettent pas d'aller jusqu'où vous souhaitez. Mais pour aller jusqu'où on souhaite, il faut capitaliser cette pression et en faisant de cela le moteur même de votre activité existentielle. Et là, l'activité existentielle qui est motivée par la volonté de vaincre. Voyez-vous? Donc la volonté devient comme la motivation nécessaire pour arriver à la victoire sur les obstacles. Oui. Et à partir de ce moment, est-ce qu'on peut mettre l'intention dans la volonté? Bon. Je pose la question. Je pose la question parce qu'il y a, je ne veux pas cacher le mot, il y a des religions ou bien il y a des traditions et des pratiques qui pensent que l'intention nous viendrait d'ailleurs. Non, l'intention ne nous vient pas d'ailleurs. Encore que le monde tel que nous le vivons est une création humaine. C'est-à-dire, bon, sauf si on croit que l'homme n'est pas autonome, l'homme n'est pas un être libre. Mais quand on sait que la motivation à la connaissance part du fait que l'homme est par nature un être curieux et qu'on veut satisfaire cette curiosité, il faudrait savoir que la curiosité devient l'élément nourrissant ou bien la mamelle nourricière des intentions. Mais les intentions ici ne sont pas qu'émotionnelles. Il faut peut-être emprunter à Descartes le concept d'intention intellectuelle. Oui. Quand on parle d'intention intellectuelle, il s'agit de la motivation qui nous pousse à réaliser nos images virtuelles, parce que essentiellement dans le cerveau, en réalisation, en réalité factuelle. Mais comment ça se fait? Il faut savoir que nous sommes marqués par au moins 3 choses. Notre activité volontaire de comprendre la société, la pression qu'existe la société sur nous et notre rapport avec l'environnement. Parce qu'en fin de compte, l'homme est un être environnemental. Et si on dit rapport à l'environnement, on introduit les obstacles qu'on peut rencontrer. Et le désir profond de dépasser ces obstacles. L'homme est davantage un être qui connaît parce qu'il est arrivé dans la nature qu'il a constaté comme un environnement essentiellement hostile. L'homme ne reçoit aucun cadeau de la nature. La nature est essentiellement, dans sa forme originaire, hostile au déploiement de l'existence. Voyez-vous? Cette hostilité crée en l'homme la pression. Et cette pression doit se justifier soit à la manifestation de l'instinct de survie, et en cela on peut rester dans la jungle, et comme les formes de vie sont concurrentielles, dominer les autres êtres et survivre. Ou alors, en l'éclosion du pouvoir intellectuel qui va nous amener
à nous poser dans la nature en s'opposant à elle, de façon à ce qu'on puisse la domestiquer. Et cette domestication va créer un contexte de vie confortable. Et comme l'homme est capable d'esthétique, il voudra créer le beau, ou bien la beauté dans l'existence. Et ce processus part d'un point, la curiosité. L'homme réalise que par nature, il existe des endroits qui plaisent. Parce que exceptionnellement bien organisés, attirant ou bien provoquant dans les yeux la danse des cellules et créant dans le cerveau la formation de l'image du beau qu'on peut retrouver dans le paysage ou l'environnement, ou alors dans l'être humain pour qui on veut développer, pour lequel on veut développer un amour ou une estime. Donc il faut savoir que la production de l'intelligence ou bien de la pensée résulte d'une activité, d'une interactivité entre l'environnement, la société et l'individu. Voyez-vous? Donc, un cerveau ne sera pas actif dans un contexte où il n'y a rien. Un cerveau ne sera pas actif dans un contexte où il n'y a qu'abondance, il n'y a pas d'insécurité. Non, c'est l'insécurité, c'est la volonté de préserver son existence qui pousse au dépassement de l'instinct de survie et au développement de cette substance grise que vous avez citée tout à l'heure. Et cette substance grise va se déployer comme le mouvement, j'allais dire, de cognition. Oui, oui. C'est-à-dire cette activité cognitive qui produit ce qu'on a dans les livres et qu'on appelle la connaissance. Voyez-vous? Bon, maintenant, est-ce qu'il faut croire que le cerveau agit par lui-même et sans motivation? Nous avons déjà dit qu'il y a la pression existentielle qui met le cerveau au travail, qui oblige le cerveau à travailler, parce que le cerveau, ça ne va pas de soi que le cerveau soit travailleur. Hein. Le cerveau même, dans la plupart des cas, naturellement, est paresseux. Puisque c'est un organe. Oui, c'est un organe qui est paresseux, mais il faut lui donner les habitudes de travail. Oui. Et le cerveau a ceci d'exceptionnel qu'il suit, et plus il travaille, plus il est jeune. Selon que on sait bien s'organiser, surtout dans la culture intellectuelle, des vieilles personnes meurent avec des cerveaux tout jeunes parce que en entreprenant de travailler tout le temps, nous avons déjà eu à parler une fois ici des cellules laminales. Il y a ce renouvellement constant qui rafraîchit le cerveau et lui donne le pouvoir de continuer à penser de façon proactive. Et, sauf quand les maladies comme Parkinson, Alzheimer, amnésie arrivent et créent peut-être des possibilités de démence. Le cerveau a ces maladies, mais quand on a réussi à les éviter, le cerveau reste alerte et proactif jusqu'à des âges très avancés. Si on suit la description du biologiste, on a l'impression, et nous allons en discuter, que chaque fois qu'il y a qu'un obstacle se présente, qu'une idée nouvelle se présente, il y a des neurones, j'ai envie de dire, proportionnels qui naissent pour pouvoir appréhender les cellules laminales qui naissent qui entrent en jeu. Qui entrent en jeu. Est-ce qu'elles entrent en jeu parce qu'elles existent déjà, ou alors elles naissent en tenant compte que les neurones naissent et meurent? C'est-à-dire que ces cellules laminales, puisqu'il s'agit d'elles, elles naissent en fonction de la sollicitation, certainement stimulée par la volonté, et meurent après. C'est à ce niveau que vous pouvez remarquer la différence qui existe entre la machine et l'homme. Oui. Voyez-vous? Parce que la machine respecte un programme. Ça veut dire que si la machine devait survivre à partir d'un ensemble de cellules aminales, on n'aurait pas besoin de renouvellement. Vous verrez que le cerveau d'un individu qui travaille dans une chaîne où on l'a automatisé, n'est-ce pas, n'est pas aussi réactif ou proactif que le cerveau d'un intellectuel qui remet en question tout ce qu'il fait au profit de nouvelles activités intellectuelles. Voyez, là, il y a renouvellement de ces amines.
ou de ces cellules aminales. Voyez, ce renouvellement fait que les premières actives peuvent se fatiguer et mourir. Oui. Mais quand vous faites la même activité, on a le cerveau exploite le cerveau n'a pas tendance à solliciter un nouveau souffle. Oui. Oui, on peut prendre ça comme un nouveau souffle. Oui. Or, quand vous modifiez le champ du travail, voyez-vous, le cerveau a tendance à solliciter chaque fois un nouveau souffle. Oui. Prenons ces cellules-là maintenant comme le souffle le carburant. dont a besoin le carburant. Oui. Bon, ce nouveau souffle donne au cerveau la capacité d'être continuellement actif. Du coup, ces cellules ne sont pas on ne peut pas considérer qu'elles sont permanentes. On peut considérer qu'elles sont comme... non, elles le sont seulement. Toutes ne sont pas en activité en même temps. Oui. Et si ton activité te réduit à des automatismes, oui. alors il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de renouvellement. Oui. Et vous verrez que celui-là ne sera pas créatif. Voyez-vous? Oui. Ouais, c'est à ce niveau. Mais maintenant, puisque c'est en termes de milliers et qui nécessite d'être sollicité selon comment met le cerveau au travail. Oui. Alors, puisque le cerveau a besoin d'être actif, ou alors le concept m'échappe, mais quand je parle de proactivité, de créativité, c'est parce qu'en permanence, le cerveau est alerte. Bon maintenant, est-ce qu'un cerveau qui se réduit à des tâches d'automatisme peut autant être alerte? Non. Le cerveau, vous êtes une machine, vous perdez votre liberté humaine, le sens de la volonté, la capacité de créer, et vous répétez les mêmes tâches tout le temps. Le cerveau aussi suit. Il n'a plus besoin d'être à la recherche d'un nouveau souffle. C'est nous qui commandons au cerveau d'être à la recherche d'un nouveau souffle parce que nous l'utilisons régulièrement dans des tâches progressives. Bon, à l'intérieur de quand on trouve une progression, même si c'est la même activité, mais la progression fait qu'on sorte de l'automatisme. Voyez-vous? Et bon, maintenant, cette progression provoque en le cerveau la nécessité de solliciter ce carburant, ce nouveau souffle, ces nouvelles cellules, davantage d'oxygène. Parce qu'un cerveau non oxygéné ne peut pas aussi bien fonctionner. C'est pour cette raison que parfois quand on est privé de liberté parce qu'on est en prison, on a l'impression que la dépression crée en nous un ralentissement de l'activité cérébrale. Et du coup, j'ai bien envie de savoir, c'est peut-être une question sur laquelle nous allons chercher et réfléchir, nos téléspectateurs peuvent contribuer, pourquoi pas, c'est de savoir si la nature du sujet que doit traiter le cerveau suscite un type différent de cellules. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, fabriquer un avion, il y a un type de cellule que je convoque. Et si je décide, par exemple, d'aller cultiver dans les champs, il y a un autre type de cellule qui intervient à ce moment-là. Ou alors, les cellules sont les mêmes. Bon, ce que je veux dire, c'est quand nous parlons des neurones, les neurones ne renaissent pas. Mais c'est comme une fronde extensible indéfiniment. Je ne sais pas si pour avoir une caricature, vous avez une fronde qui s'étend indéfiniment sans se couper. Bon, prenons les neurones comme cela. Ça veut dire que aucune étape dans le niveau de savoir ne permet de comprendre que les cellules nerveuses auraient suffisamment travaillé au point où elles seraient arrivées à bout de leur force. Non. Bon, quand je parle de plasticité, c'est cette extensibilité infinie dans les réalisations que développent nos cellules. C'est-à-dire, ce sont des capacités qui ne s'arrêtent pas. Voyez-vous? Bon, arrêtons-nous à la caricature là. Une fronde qui s'étend indéfiniment sans jamais se couper. Quand ça se coupe, ça veut dire que c'est la maladie. Voilà. C'est comme ça que se comporte
les cellules neuronales. Oui, oui. Est-ce que, quelle place pour l'intuition Bon. dans le rapport au cerveau? Quelle place pour l'intuition? Non, l'intuition n'est pas ex nihilo. Hein. L'intuition est... parce que il n'y a pas une essence prédéfinie de l'homme. Mais l'ensemble des données formationnelles donne lieu à des capacités qui peuvent surgir de façon inattendue. C'est un peu comme le réflexe. Voyez-vous? C'est un peu comme le réflexe. Et c'est un peu comme une forme pour l'homme de se raviser sans avoir réfléchi auparavant, mais parce que son activité habituelle l'a conditionné à être capable d'intuition dans un domaine. C'est-à-dire à être capable de susciter, sans avoir eu à réfléchir longtemps auparavant, une autre orientation de la recherche. En raison de la capacité de travail du cerveau. En raison de la capacité de travail du cerveau. Oui. Ça veut dire que c'est un cerveau entraîné qui va développer ce type d'intuition dans un domaine défini. Oui. Ça veut dire qu'il il n'est pas question de parler de chance. Voyez-vous? Très bien. Encore que la chance ici doit être la combinaison entre la préparation et les opportunités. Voyez-vous? Oui. Donc, ça signifie que cette chance qui n'accorde ses faveurs qu'à ceux qui persévèrent donne lieu à cette potentialité de développer une idée qu'on va croire arriver subitement, mais c'est la conséquence d'une logique de travail qui a conditionné le cerveau à être plus alerte, plus proactif et plus, comment je dirais, plus prévoyant qu'un cerveau en dormance. Qui ne développe pas le même niveau d'activité. Oui, oui. Je m'en voudrais si je n'évoquais pas le rêve. Oui. Par rapport au cerveau. C'est-à-dire que je pense que c'est pour dire tout simplement que le rêve aussi serait, peut-on considérer que serait l'activité cérébrale en dormance? Oui, oui. Parce que le cerveau ne cesse pas nécessairement de travailler parce qu'on est en train de dormir. Oui. Voyez-vous, nous avons déjà eu à une autre émission à parler d'un cerveau qui résout certains problèmes existentiels en dehors de l'état d'éveil. Voyez-vous, et nous, on a expliqué plusieurs fois cela, comment la puberté peut se manifester chez l'homme ou chez les femmes, ou alors la forte passion pour une chose peut amener le cerveau pendant le rêve à vous présenter soit l'échec de ce que vous voulez faire, soit la réussite. Mais il faut savoir que à ce niveau, la radio fonctionne un peu comme la radio cassette. C'est-à-dire, pendant la journée, elle est en train de tourner, la cassette est en train de tourner, la bobine va dans un sens, et pendant la nuit, quand vous dormez, le cerveau, la radio, ça fait le revient pour laisser place à la possibilité d'avoir un cerveau alerte le lendemain. Et on vous dit que il faut donner au cerveau la pleine mesure du sommeil. Parce que le cerveau et le corps humain, c'est que le remontoir à une lampe, par exemple. Ça veut dire que si vous ne donnez pas et on vous recommande aussi les types de sommeil. Le sommeil dans la nuit noire, dans l'obscurité, est plus réparateur qu'un cerveau sous la lumière, qu'un cerveau, qu'un corps sous la lumière. Sous la lumière. Oui. Parce que le cerveau aura tendance à regarder la lumière. Et c'est ce qui montre que ce n'est pas nécessairement les yeux qui regardent. C'est le cerveau qui commande aux yeux de regarder. Donc ça veut dire que les yeux ne servent que d'interface entre le monde extérieur et le cerveau. Et ça signifie que les travaux qui sont en cours dans les laboratoires actuellement, où on pourrait ne plus avoir des aveugles à partir de l'année 2030, ce sont des travaux qui seront un succès parce qu'on pourrait remplacer nos yeux par des électrodes biocompatibles qui nous permettraient de voir. Voyez-vous? Donc, on va vers là. On va vers là. Pourquoi? C'est en étudiant les rêves qu'on a pu réaliser que ce ne sont pas les yeux qui voient, mais le cerveau. Oui, oui. Donc, le cerveau, les yeux voient parce qu'il y a un nerf qui se connecte
aux yeux, mais ce nerf vient du cerveau. Oui, oui. Et on peut donc remplacer les yeux par ces électrodes biocompatibles qui nous aideraient à voir. Oui, oui. Prof, il faut regretter en terminant que nous ne nous sommes pas orientés suffisamment sur l'étude du cerveau pour pouvoir, chez nous en Afrique par exemple. Oui, oui, oui. Non, parce que, vous savez, la connaissance commence à partir du moment où on accepte de faire une confrontation entre ce qu'on croit être la connaissance et ce qui va arriver comme la véritable connaissance. Oui. C'est-à-dire, si nous partons vers la science avec notre fond chrétien, notre fond musulman, notre fond bamoun ou bien notre fond bamileke ou éton, on aura l'impression que ce qu'on a déjà acquis auparavant comme connaissance, entre guillemets, doit rester et rien ne doit nous amener à bousculer cela. Mais quand Bachela dit que pour accéder à la science, il faut rajeunir spirituellement, ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter que ce qui est déjà contenu soit évacué au profit de ce qui va se révéler comme la véritable connaissance. Mais les vieilles habitudes dans la peau dure, ce qui est sûr, on y arrive, puisque nous en parlons déjà. Professeur Mouchili, si je dis que si le cerveau c'est une voiture, le conducteur c'est la volonté, est-ce que c'est juste? Oui, oui. C'est-à-dire, la volonté, oui, fondamentalement, parce que c'est la volonté qui explique la nécessité de dépassement de soi, oui, oui. C'est sur ces mots que nous allons terminer notre émission en vous remerciant grandement pour ces explications qui vont nous permettre d'aller chercher, d'aller lire, d'essayer de comprendre davantage pour que nous puissions avancer tous ensemble pour une Afrique qui gagne. Merci infiniment, professeur Mouchili. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne encore et encore. Merci et à très bientôt sur Africa TV.